Bonsoir tout le monde. Ouais, vous êtes très, très Bonsoir. nombreux ce soir. Ça nous fait tellement plaisir d'être là. Ce soir, nous nous réinventons. Donc, nous voici chez vous, dans votre salon, pour vous présenter le chemin portugais, qui porte aussi le nom de Via Lusitana. Nous avons marché ce chemin en juillet 2019. Je me présente. Jacinthe. J'ai marché le chemin du Puy à Saint-Jean-Pied-de-Port seul en juillet 2017. Et malgré les petits pépins qui sont survenus, un an après, j'étais déjà en train de préparer mon prochain chemin. Je me suis dit que ça serait différent de le faire à deux, donc j'ai convaincu mon mari Pierre de me suivre dans cette aventure. Je vous présente mon mari. Bonsoir tout le monde. Dans mon cas, moi, je ne suis pas un randonneur passionné comme Jacinthe, mais j'aime bien marcher. Donc, je me suis dit que pourquoi pas. Ce serait une belle façon d'avoir de vraies vacances en couple. C'est parti. Vol aller-retour, Montréal-Porto, Porto-Montréal. Nous sommes arrivés vers midi, heure locale. Mon sac à dos sur l'épaule. Nous quittons l'avion pour récupérer le sac de Pierre que nous avions mis ensuite. L'avantage de voyager à deux, c'est qu'on sépare les bagages. Comme ça, pas de problème avec les bâtons, les pinces, mon couteau à pinelle, tous mes objets qui ne voyagent pas en bagage à main. On fait le voyage dans le sac de Pierre ensuite. On s'arrête juste avant la sortie pour faire l'achat d'une carte SIM pour le téléphone de Pierre. Oui, c'était vraiment pas compliqué. On est allé au kiosque du fournisseur Vodafone à l'aéroport. On a demandé à la jeune fille qui parle très bien anglais qu'on voulait le forfait à 20 € qui inclut 5 gigs de données et 500 minutes d'appel. Elle nous a même changé la carte SIM. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, on a tout. On n'a rien oublié. Direction la station de métro qui est juste en bas de l'aéroport pour se rendre dans le centre-ville de Porto. Voici la carte de la ville de Porto que nous avons utilisée et qui est tirée du livre de John Brearley. Notre livre était électronique et on a fait des screenshots, ou des captures d'écran en bon français, des cartes qu'on pensait avoir de besoin. La deuxième à droite, c'est celle des lignes de métro de la ville. C'est très simple de se déplacer en métro, mais un peu moins pour comprendre comment se procurer un billet. Au moins, à l'aéroport, il y a un employé du métro pour nous aider. Donc, et gardez vos cartes de métro parce que vous pourrez les recharger plus tard pour un autre voyage. On profite de quelques heures de promenade avant de nous diriger vers notre hostel, appartement pour 3 nuits, dans le haut de Porto, sur une belle grande rue commerciale qui se nomme Santa Catarina. Dans cette grande ville, vous trouverez différents hébergements, comme des auberges privées, des hôtels, des poussata, c'est des auberges de jeunesse ou hostels, et des auberges pour pèlerins. Bon, l'installation est faite. Un peu de repos pour s'ajuster du décalage horaire. Nous allons pouvoir profiter de ce bel appartement pour nous concocter de bons petits repas. Nous dirigeons nos pas vers le pont Dom Louis Ier. C'est un pont en structure métallique construit par un disciple de Gustave Eiffel, comme dans la Tour Eiffel. Il a été construit entre 1881 et 1888. Il relie les villes de Porto et Villanova de Gaia, qui sont séparées par le fleuve Douro. Il est très particulier avec ses 2 étages. En haut, c'est la ligne de métro et en bas, c'est pour le passage des voitures. Pour nous, des piétons, on peut utiliser les 2 étages. C'est de l'autre côté que se cachent les caves des plus grands producteurs de Porto. Donc, prenez le temps de prendre le temps. Vous aurez une magnifique vue sur le quartier Ribera. Restez jusqu'au coucher de soleil, faites un pique-nique et profitez de la magnifique vue tout en haut, juste avant de revenir vers Porto pour par la section du haut, si vous n'avez pas trop de vertige. Nos 3 jours ont été bien chargés. On parcourt les multiples petites rues de la ville de Porto. On s'imprègne de la vie trépidante de cette belle grande ville. On ne peut pas s'empêcher de finir nos journées par un bon Porto avant de reprendre le chemin de notre hébergement tout en haut de la ville. Vous allez voir que cette ville nous fait descendre et monter du matin au soir. Nous avons pris un bon moment pour visiter la magnifique cathédrale de Porto.
do Porto, qui ressemble à une forteresse avec sa position dominante sur la colline. Elle a plusieurs styles, roman, gothique et baroque. La façade principale, tout en hauteur avec ses 2 tours carrées. La cathédrale est un édifice datant du 17e siècle. L'intérieur conserve encore l'aspect d'une église forteresse avec des créneaux. Le portail de style baroque de 1772 est surmonté d'une rosace du 13e siècle que vous pouvez voir sur l'image de droite. C'est ici que nous avons reçu notre première étape du chemin portugais. Pierre, on demande que tu parles un peu plus fort, s'il te plaît. OK, parfait. Alors, voici notre première étape. On commence à sentir l'émotion du chemin. Ici, on peut observer l'intérieur qui est à ciel ouvert et une autre vue de l'intérieur. Et on continue le lendemain avec une journée organisée accompagnée d'un guide. Voici visite de vignoble de la vallée du Douro, de la gare Pinhao, un dîner dans un restaurant typiquement portugais, un petit musée d'huile d'olive, une petite croisière sur le fleuve et bien plus. Une journée bien remplie en bonne compagnie. Notre sympathique guide qui devait faire la visite en anglais a plutôt pratiqué son français appris à la petite école, puisque nous étions accompagnés d'un couple de Français et de leur fille qui, elle, habite et travaille depuis quelques années à Montréal. Drôle de hasard. Il ne faut pas oublier de visiter les caves à vin sur l'autre rive de Agaia. On a fait l'achat d'un petit coffret de petites bouteilles car pas de place pour une grande bouteille dans le sac à dos et beaucoup trop lourd. Petite anecdote, ne faites pas comme nous, ne gardez pas le saucisson et la boîte de Porto en bois, car après 3 jours, nos sacs sentaient le saucisson à plein nez et la boîte, c'était vraiment pas facile à placer dans un sac à dos. Non, pas vraiment. On prépare nos pieds avec une dernière longue marche. On marche encore et encore. On visite la gare de Porto, qui s'appelle São Bento. Elle est située dans le centre-ville depuis 1896. Ce qui est frappant à Porto, c'est tous ces édifices décorés de dessins sur des carreaux de céramique, qui sont appelés les azuleiros. C'est vraiment très beau. On peut dire que c'est une bonne pratique pour notre pèlerinage ou, si vous préférez, notre marche de longue durée, qui nous mènera sur 227 et quelques kilomètres, tout dépendant du chemin qu'on décide de prendre pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce fut une dernière journée bien remplie. La visite de Porto s'achève demain. Nous nous rendons à notre point de départ de notre périple sur le chemin portugais. Et il y avait plusieurs options qui s'offraient à nous. Au départ, nous avions éliminé le chemin en partance de Lisbonne car nous avions, Pierre n'avait que 3 semaines de congé et le chemin qui passe par Braga, comme on nous avait dit qu'il était plus costaud, bien, on l'a éliminé lui aussi. Voici notre choix, partir de Porto. OK, on fait un choix de fait, il en reste un autre, la côte ou le centre. On aurait pu prendre le Camino central qui part directement du centre-ville de Porto jusqu'à Santiago avec environ 227 km ou le Camino de Costa, de la côte, de 315 km. Celui-ci se partage entre le Camino central et le Camino littoral qui longe l'Atlantique et débute à Porto. Notre deuxième choix est fait. Nous commencerons sur le chemin du littoral pour revenir sur le central à Barcelone. Et comme j'aime les variantes, comme j'ai fait le chemin de Puy-en-Velay, j'ai fait la variante du Célé et même une étape en kayak. J'ai ajouté la variante spirituelle. Nous allons vous la partager un peu plus loin vers la 11e étape. Notre chemin portugais est un parcours d'étapes de pèlerins en vacances qui marchent pour prendre du temps ensemble. Donc, les kilomètres sont d'une journée à l'autre très différents. Pour nous, notre objectif, c'était de ne pas trop dépasser les 20 km par jour.
Vous pourrez sûrement le faire en moins de jours et ainsi prendre le temps de vous rendre jusqu'à Finistère. Pour ceux qui voudraient faire transporter leur sac, si vous prenez le chemin central, il y a la compagnie Camino Facile qui offre ce service, comme dans Très Facile, donc Camino Facile. C'est pas facile. Je vous rassure, nous avions pris connaissance des étapes bien avant de partir. Le pamphlet de l'association nous a aidés à bien organiser et découper notre pèlerinage étape par étape. Vous pouvez voir que le chemin en partant de Lisbonne est environ de 583 km et en partant de Porto, c'est 209 km. Par contre, il peut y arriver des variantes, des changements de chemin, comme prendre le départ par le littoral et reprendre le chemin central ou faire comme nous, une variante. Et n'oubliez pas que ça peut arriver de faire plus de kilomètres car on peut être dans la Lune et manquer un embranchement ou que notre hébergement n'est pas directement sur le chemin. Demain, c'est un départ pour nous. Mais en même temps, nous suivons le périple de notre ami André qui est parti depuis en Velay. Et lorsque nous sommes revenus à la maison, c'est le tour de nos amis pèlerins bénévoles de notre région qui quittaient le Québec pour atteindre Santiago par le chemin du Portugal. Le monde est tellement petit que lorsqu'André prend le chemin à l'envers de Santiago à Porto, il croise Hélène et Charles. Hélène et Charles ont fait du tourisme dans Lisbonne en passant par Coimbra. Et comme je vous disais que le monde est petit, ils croisent dans un hébergement Brigitte, une Québécoise qui était partie de Fatima. C'est une dame que j'ai connue par Facebook et avec qui j'ai partagé mon expérience. Le chemin portugais ou le chemin via Lusitana peut débuter à Lisbonne et quelques pèlerins débutent du sanctuaire de Fatima, un foyer de pèlerinage religieux depuis les célèbres apparitions de 1917. Bon, vous pouvez voir sur la carte, sous la flèche verte, l'endroit où nous allons débuter. Pour s'y rendre, on a pris l'autobus de touristes mais vous pouvez vous rendre par métro ou prendre l'autobus de la ville, le numéro 500, ou bien sûr, vous pouvez marcher. Bon, vendredi 19 juillet, nous sommes rendus à Matosinhos, en banlieue de Porto. On peut y observer ce monument qui est appelé Tragédie de la mer, qui est situé sur la plage. C'est une sculpture en hommage à un naufrage qui a eu lieu en 1947. Cette ville se situe à environ 10 km du centre-ville de Porto, en bordure de la mer. Donc, officiellement, notre chemin débute dans cette ville de pêcheurs où nous reviendrons aussi pour notre dernière journée avant de repartir pour le Québec. Ici, nous avons une magnifique plage pour dégourdir nos pieds et des restaurants qui nous servent de succulents repas de poissons typiquement portugais. Première expérience de hostel, auberge de jeunesse pour Pierre. On partage l'espace et les chambres avec des lits superposés, avec des jeunes touristes dont les heures de sommeil et de lever ne sont pas les mêmes que les pèlerins. Donc, on peut s'attendre d'avoir des voisins de chambre qui arrivent très tôt le matin pour débuter leur nuit. Malgré tout, cette auberge nous a quand même charmés et nous avons bien apprécié sa propreté, toute neuve et très conviviale. Nous partons demain matin et la nuit sera courte. Le stress embarque. Les questions repassent et repassent dans ma tête. Je me sens un peu perdue. C'est pourtant mon deuxième camino, mon deuxième chemin. Je me lève. Oups. Il est juste 4 heures du matin. Donc, j'en profite pour partager mes inquiétudes avec une amie que j'ai suivie et aidée lors de son chemin au printemps. Maintenant, c'est mon tour d'être supportée, écoutée. Elle m'a partagé son énergie positive au-delà de l'océan. Merci à ma belle amie Lucie. À droite, vous avez une carte qui indique 3 différents chemins pour sortir de Porto. Nous avons choisi celui du littoral qui est indiqué en vert. Bon, c'est parti. Bom Camino. Le chemin du littoral longe de magnifiques paysages maritimes, de plages et de dunes. On a marché nos 3 jours, tantôt sur des passerelles de bois, tantôt sur des bords de route. C'est très sécuritaire et touristique. Voici à gauche le pont Levant pour traverser de Matosinhos vers le nord sur le chemin du littoral. À droite,
le phare de Boa Nova qui a commencé à fonctionner en décembre 1926. Il sécurisait la partie littorale du grand nombre de naufrages. Il fait 46 mètres de hauteur, ça c'est près de 150 pieds, et son signal lumineux atteint 52 km en mer. On connaît ça, cette affaire-là? Ici, on voit à gauche l'obélisque d'Amémoria qui a été terminé en 1854 et s'élève à l'endroit du débarquement de Pierre IV du Portugal. Une armée d'hommes surnommés les Braves de la mémoire mettent fin au règne de son frère Michel et restituent le trône à sa fille Marie. Et à droite, c'est la chapelle de Boa Nova qui a été restaurée en 2016. Au départ, elle était destinée à un monastère franciscain, mais a été consacrée à San Clemente das Peñas. C'est le mois de juillet, donc les plages sont très achalandées. J'aimerais bien marcher pieds nus sur les berges et me laisser bercer par les vagues, mais la pèlerine ne prend pas de chance. Pieds humides et sable ne seraient pas gagnants. Les ampoules, la pèlerine, elle n'en veut pas. À détour. Surprise, des images se peignent sur tous les poteaux du pont. Voici d'autres belles passerelles de bois qui progressent dans ce magnifique paysage sauvage et qui longe le bord de mer. Cette borne indique le point le plus élevé de toute cette ligne de côte. Le littoral a une température très changeante. Le brouillard nous surprend à tous les jours. Une belle petite chapelle datant, selon les documents, de 1623 et qui a été restaurée dans les années 70. Vileccia, nous arrivons bientôt. Vers 4 heures, nous sommes environ une vingtaine de pèlerins à l'hébergement pour pèlerins. Oups! À 6 heures, des lits de camp sont rajoutés pour loger les pèlerins qui arrivent sur le tard. Nous sommes environ 40 pour la nuit. Mais surprenamment, la nuit a été bonne. Oui, malgré tout. Ce matin, c'est direction Póvoa de Varzim pour une courte distance de 12 km, mais avec plusieurs arrêts pour visiter. Donc, nous avons dû en faire au moins 4 de plus. Ou plus. De belles photos que mon amie Lucie m'a partagées. Elle a marché le chemin du littoral au mois de mai et a rejoint le central à Redondela. Les fameuses passerelles, elles ne sont pas très pratiques quand on marche avec des bâtons, mais quelle magnifique vue. Les matinées étaient fraîches, Pierre part avec son mérino à manches longues et moi en camisole. Bon, on n'a pas le même thermostat. Non, vraiment pas. Ici, les dunes sont protégées. Il y a une réserve ornithologique qui s'agrandit d'année en année. Le chemin nous berce avec le bruit des vagues, elle nous donne le rythme. Mais n'oubliez pas de bien vous protéger du soleil et de penser à vous hydrater. Nous avons chacun nos stratégies, foulard, casquette. Les électrolytes nous ont beaucoup aidés. Lorsqu'on marche sous de grandes chaleurs, ça aide à nous redonner les minéraux perdus quand on transpire beaucoup. Nous arrivons à Vila do Conde en traversant le pont. Voici le couvent de Santa Clara, le premier bâtiment visible lorsqu'on traverse le pont pour se rendre dans la ville. Si vous montez le voir de plus proche, vous pourrez voir la splendide église gothique du 14e siècle. Une petite pause tout en haut près de l'église où a lieu un mariage. Nous assistons à l'entrée de la mariée. Juste à côté du couvent, on trouve aussi l'impressionnant aqueduc construit entre 1705 et 1714. Il possède 990 arches et s'étend sur plusieurs kilomètres. Il est le plus long du Portugal. Il transportait l'eau depuis sa source à Póvoa de Varzim jusqu'au couvent de Santa Clara. Les gens du Portugal sont accueillants et discrets. J'adore leur manière de garnir leur maison de fleurs.
C'est la fin de notre journée de marche. Nous sommes rendus à Pauvois-de-Varzim. Ce soir, dans le secteur plus touristique près de la plage, il y avait un spectacle hommage à Queen. Mais comme c'était un peu tard pour nous, on a seulement assisté à la répétition en fin d'après-midi. On a débuté notre nuit avec le son du spectacle au loin. Ouais. Si vous aimez le rose, ici, vous serez gâtés. Même les églises au Portugal sont de couleur pastel. Notre hébergement était juste en face, aussi rose que l'église. Départ de Pauvois-de-Varzim, avec une première étape jusqu'à Agusadura qui longe la plage pour un bon 7 km. Pierre aime bien les vieilles autos. Ici, une vieille Renault 20. Surprise, on a croisé une fruiterie portant mon nom. Ici, les algues rejetées sur les plages constituent une source d'engrais naturel très intéressante pour les habitants du bord de mer. Dans ce secteur, il y avait quelques personnes qui ramassaient les algues et en faisaient des tas qu'ils apportaient plus loin avec leur tracteur. L'aménagement des cimetières est fait de marbre et de pierre. Pas de gazon ici, pas comme chez nous. Aujourd'hui, nous traversons une partie maraîchère de Estella. Nous rentrons dans les terres et c'est un peu moins bien indiqué, peu de flèches à l'horizon. On pensait pouvoir reprendre le bord de la mer, mais non, nous avons plutôt longé des cultures maraîchères. Un bout de chemin plutôt étroit et passant, tout ça accompagné de petites senteurs de légumes un peu défraîchis. Le pont de Louis-Philippe, pont métallique, comme je les aime. Non, pas du tout. Je déteste les hauteurs. Il a été construit en 1892. Avant qu'il soit construit, les habitants traversaient la rivière en bas. Des belles photos du sanctuaire de Santa Lucia que vous pourrez voir si vous continuez votre chemin par le littoral au nord de Esposende. Tout en haut, vous pourrez admirer une vue magnifique de la ville de Viano de Castello. Esposende, c'est ici que nous finissons notre journée et notre chemin par le littoral. Vous allez croiser plusieurs chapelles, églises, cathédrales. Rentrez si elles sont ouvertes. Il y aura peut-être quelqu'un pour étamper votre crédential. Vous pouvez aussi faire étamper votre crédential dans certains cafés et hébergements. Bon, départ de bon matin pour Barcelos. Il est 7 heures. Notre taxi a été réservé la veille par la dame à l'hostel. Direction chemin central. Nous sommes arrivés à Barcelos vers 8 heures en taxi pour un montant de 20 € qui nous semble très abordable. Au Portugal, les frais sont moins élevés qu'en Espagne. Exemple, un café est 60 centimes et en Espagne, 1,20 €. Les repas en restaurant augmentent lorsqu'on approche de Santiago. C'est pareil pour les hébergements. Notre chauffeur de taxi nous a expliqué qu'à côté de l'église mère, il y a un musée. Il nous a aussi partagé quelques anecdotes de sa jeunesse, dont la descente de la rivière avec ses frères. Nous avons pris le temps de visiter la ville encore endormie en prenant un bon café au passage. Barcelos, c'est une belle ville avec de nombreux artisans et la fameuse légende du coq. Je vous raconte cette légende. Les habitants de Barcelos étaient en émoi à cause d'un crime dont on ne connaissait pas l'auteur. Donc, au passage d'un Galicien, à cause d'un crime dont on connaissait, qui se rendait à Saint-Jacques-de-Compostelle, tous portèrent leurs soupçons sur cet inconnu. Il fut arrêté sans preuve et fut condamné à être pendu. Le Galicien clama son innocence et déclara qu'il était aussi innocent que le coq rôti sur la table chantera s'il est pendu. L'homme fut pendu et le coq se dressa et chanta. L'homme avait la corde au cou, mais le nœud ne s'était pas serré. Il fut relâché et revint plus tard pour élever un monument à la Vierge et à l'apôtre Jacques. C'est une histoire.
Nous sommes juste à côté d'un ancien palais de Comte, détruit par un tremblement de terre en 1755. Maintenant, c'est un musée archéologique qui comprend un calvaire du 12e siècle lié à la légende du coq, justement. Des coqs et des coqs. Il y en a dans chaque raccoin de la ville. Vous verrez aussi plusieurs boutiques avec des figurines en papier mâché. Cette ville avait une signification particulière pour moi car ma mère collectionnait les coqs. Ça m'avait pensé à elle. En voici d'autres. Étonnante église de Bom Jesus da Cruz, construite en 1704, elle est adossée à un magnifique parc. Bon, je crois qu'on n'est pas sur le point de se perdre. Comme vous pouvez voir, c'est pratiquement impossible de se tromper. Mais avec moi, il y a toujours une possibilité. Si tu passes en avant, oui. On entend de la musique au loin. On a l'impression que les Portugais sont continuellement à party. On peut même reconnaître une vieille chanson française d'Alain Barrière qui passe en boucle. Tu t'en vas. C'est ça, on a passé, on s'en va. Les arbres fruitiers sont très nombreux. Ceux-ci décorent les cours de jolies maisons multicolores typiquement portugaises. Et parfois, ça nous tombe sur la tête. En tout cas, des fois, les habitants pensent qu'on en reçoit sur la tête. Donc, pour se faire pardonner, ils nous offrent des bonnes poires directement cueillies de l'arbre. Presque à tous les jours, on ramassait un citron ou une orange qu'on mettait dans nos poches de sac à dos. Ça nous faisait une délicieuse boisson digestive pour la soirée. À gauche, vous voyez un arbre de liège duquel on a retiré l'écorce et une belle photo d'un arbre de mon ami Lucie avec une vue impressionnante. Le Portugal produit à lui seul plus de 50% de tout le liège utilisé dans le monde. Qui a dit qu'il n'y avait pas d'endroit pour s'approvisionner en liquide? On m'avait dit que ce tronçon était sans restaurant ou café. Et si vous aimez l'eau, vous êtes servi sur la dernière partie de la journée avec plusieurs fontaines et le Vino Verde est à l'honneur à l'hébergement de Fernanda. Chez Fernanda et Jacinto, on nous indique le chemin pour se rendre dans la cour où nos amis de compagnie nous attendent avec impatience. Un accueil comme je les aime, chez Fernanda et Jacinto. Vous pensez bien qu'avec un nom comme ça, c'était sûr que j'arrêtais là. Quel bon choix on a fait. Un hébergement sympathique avec une vingtaine de lits bien confortables. On nous offre une entrée de macra de morue avec Peut-être plutôt 2 verres de verdé. Ouais. Et Jacinthe a même eu droit à un bain de pied avec du vin de vinaigre, qu'on nous a dit est très bon pour reposer les pieds en endoloris. La soirée s'est poursuivie avec un repas typiquement portugais et j'ai fini avec peut-être plutôt 2 verres de Porto avec Jacinto. Bon, dépassé 22 heures. Comme vous savez, les pèlerins, on doit se lever tôt et en forme pour le lendemain. Disons qu'on a fait de bons rêves et que le déjeuner est arrivé beaucoup trop tôt. Après le Porto, c'est le réveil. Une chance que nous avions seulement un 14 km tranquille, direction Ponte de Lima. Plus on avance vers le nord, plus on traverse des paysages de plus en plus verts et humides. On traverse des tronçons ruraux et boisés. Voici les chemins qu'on a marchés aujourd'hui. Et je vous dis que j'étais bien heureuse d'avoir mes bottes de marche. Et des fois, vous allez aussi devoir être très attentif, car les trottoirs et les rues sont très irréguliers et construits avec des pierres carrées en grande quantité. Ici, on a croisé une mini-carrière de ces pierres. En pierre. Oui, je connais ça, la pierre. Même en plein bois, ils se permettent de faire leur chemin avec ces roches. Observez bien, vous voyez. Au centre, on voit les petites pierres. Une autre église à visiter à Vitorino dos
pièce. Yes. Petite pause dîner dans un beau parc juste avant d'arriver à Ponte de Lima. Un des vignobles croisés le long du chemin. Ponte de Lima est la plus ancienne ville du Portugal, une ville médiévale retirée dans la large vallée de la rivière Lima. Il y a une légende qui dit que les troupes de Romains refusèrent de traverser le pont, car selon ce qu'on disait, celui qui le traverserait perdrait tous ses souvenirs. Le général traversa et appela chaque soldat par leur prénom. Ce fameux pont n'est pas le premier, mais le deuxième qu'on voit au loin. Nous allons le traverser demain matin pour continuer notre chemin. Voici le fameux pont et une belle sculpture qui représente les tâches difficiles des agriculteurs. Elle rend hommage au courage et à la ténacité des gens de la campagne. Le Chavarise, une belle fontaine monumentale de style Renaissance, terminée en 1603, située sur la promenade devant le pont. Pour bien récupérer, on a décidé de ne pas prendre le gîte de pèlerin, situé de l'autre côté du pont. Nous avons trouvé une chambre avec cuisine et petit salon très sympathique dans un Airbnb. Direction Rubiaesh et sa montée. Ce pont est considéré comme le plus ancien. Il a été terminé en 1125. Saint-Jacques nous indique le chemin de bon matin. Une autre vue du pont. Il n'y a pas grand monde à 8 heures le matin. Par contre, durant le jour, la ville est très active. Nous croisons régulièrement de magnifiques chapelles tout le long de notre chemin. J'adore les fleurs et les animaux. Pour Pierre, c'est les ponts et les autos qui l'ont beaucoup surpris. Oui, c'est bien par là. Un magnifique chemin de campagne protégé par des vignes. Par la suite, on traverse des villages et passons sous des viaducs pour se rendre au chemin qui monte vers la Bruggia. À notre avis, il n'y a qu'une seule partie difficile sur le chemin du Portugal, et c'est ce chemin en forêt, une vraie randonnée de hiking. On monte de 400 mètres, mais en très peu de temps. On l'appelle le mont Alto da Portera de la Bruggia. Nous avons observé les récoltes de la sève. Elle servira à fabriquer divers produits comme de la colle, des produits cosmétiques et médicaux. Une croix près du sommet, après notre montée, où les gens déposent messages, pierres et objets significatifs. Un moment pour prendre une pause, un temps de silence. Il n'y a pas beaucoup de points de ravitaillement sur cette section, mais au moins il y a une cantine mobile au sommet pour se désaltérer. Nous avons rencontré un Américain très sympathique qu'on a croisé et recroisé pendant 3 jours. Arrivé à Rubiaesh, notre hôtesse est une dame qui ne parle ni anglais ni français. On finit par comprendre que sa fille, qui parle anglais, va nous appeler et nous expliquer le fonctionnement du gîte et répondre à nos questions. Et quelle surprise quand elle nous annonce que le lavage et le séchage de notre linge était fait par sa mère gratuitement. Tout plié en plus. Direction Valença, la dernière ville avant l'Espagne. Différents monuments et panneaux longent le chemin pour nous indiquer la direction. Ici, la vie, c'est d'être pèlerin. Nous avons fait un arrêt pour une pause et un bon repas. D'après les indications, nous sommes à moitié chemin. Vous voyez ici Santiago 135,
Porto 135. Ça fait pas mal au milieu. Nous, on suit des flèches jaunes. Si vous faites le chemin à l'envers ou le pèlerinage de Fatima, vous devrez suivre les flèches bleues. Valenza Domeno. Nous entrons dans la ville fortifiée par le sud en traversant une des murailles. Prenez le temps de prendre un dernier plat de la cuisine portugaise, car le lendemain, vous quitterez le Portugal. Nous avons décidé de profiter de la soirée et choisir un hébergement dans cette ville entourée de la Fortaleza. Nous avons adoré l'hostel avec une chambre privée qui avait même l'air climatisé. Il y avait une belle petite cuisine commune avec plusieurs breuvages gratuits comme la bière et même du Porto. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais on aime bien le Porto. Bon, il y avait des fruits aussi, des petits pains, du café pour demain matin. En raison de son statut de frontière, les activités commerciales sont intenses. Une ville avec de nombreux bars, restaurants et boutiques de textiles, serviettes, draps et tapis. Dommage, pas de place dans nos sacs. Une belle ville avec beaucoup de touristes, mais la soirée fut tranquille. À gauche, nous avons la chapelle do Cerro de Bonvin qui nous indique le chemin avec sa flèche jaune en bas à droite. Cette photo a été prise juste avant la ville de Valença. À droite, la sculpture du premier saint portugais. Il fonda les écoles et continua sa mission d'évangélisation. Elle est juste devant la chapelle de Bon Jésus où on garde l'image de la Vierge du Carmel. Une magnifique vue sur l'Espagne qui est juste de l'autre côté de la rivière Minho. C'est très impressionnant. Les chevaux en liberté entre les murs des forteresses. Direction Oporino, en passant par Tui. Nous serons en Espagne en très peu de kilomètres. Nous sortons de la forteresse par un tunnel, les Portes da Gaviara, qui nous mène sur le pont qui sépare le Portugal de l'Espagne. C'est un dernier au revoir au Portugal. On doit avancer l'heure, donc un départ un peu plus tard. Il est déjà 9 heures. Dépêchons-nous. Nous avons réussi la traversée. Nous sommes en Espagne. Il nous reste, selon les bornes, encore quelques kilomètres. Aussitôt qu'on arrive en Espagne, il y a plusieurs bornes qui indiquent le nombre de kilomètres restants. Bon, une chance qu'on n'a pas suivi ces flèches car on serait encore là. Surtout avec mon orientation. Tui est la cathédrale de Santa Maria de style roman, avec plusieurs éléments gothiques du 12e siècle, avec 2 tours et 4 portes. Pierre trouvait qu'il ressemblait à un pèlerin québécois. Et sur l'image de droite, on peut observer une coquille sur le pavé. Le pont médiéval de Veiga, d'origine romaine, construit pour pouvoir traverser le fleuve Douro. Cette sculpture en pierre nous représente. Donc, on s'arrête pour la photo du pèlerin. Vous pourriez aussi prendre une photo ici. Bon, on lâche pas. Il faut continuer notre route. Quel côté on prend? Vers la droite, on traverse la ville industrielle et à gauche, on marche sur un chemin en forêt. Par contre, les 4 derniers kilomètres sont en pleine ville. Une journée très longue, surtout avec le changement d'heure. J'ai eu l'impression qu'on n'allait jamais arriver. Première journée en Espagne, épuisante, énormément mal aux pieds, car trop de routes sur l'asphalte. J'étais très émotive et en même temps déçue. Le paysage est plus terne, il y a plus de maisons, il n'y en a plus de maisons multicolores, plus de bondia et beaucoup, beaucoup plus de marcheurs. Les gens font les 100 derniers kilomètres en partant de l'Espagne. Ils parlent fort, marchent en groupe,
laissent leurs déchets sur la route. OK, bon, je me calme. On se calme. J'exagère un peu. Je crois que la fatigue et la chaleur m'ont rendu émotive. On a quand même eu un peu de verdure dans notre journée. Hier soir, après avoir relaxé et parlé avec notre famille, on a décidé de prendre le train demain matin pour Redondela. Un petit matin relax. Il fait beau, on prend notre temps. Direction la gare, nous prenons le train vers 11 heures pour Redondela. Une courte visite de la vieille ville de Oporino. Comme nous sommes dimanche matin, on a droit à une fanfare qui fait une petite parade dans le centre de la ville. Oporino exploite des carrières de granit rose qui sont parmi les plus importantes dans le monde. La gare est tranquille. On se demandait si le train allait vraiment passer. À Redondela, c'est ici dans cette ville médiévale que les deux chemins portugais, celui du littoral et le central, se confondent pour n'en faire qu'un. Nous avons une vue des viaducs ferroviaires qui datent de la fin du 19e siècle. Il en reste encore un en service. Il survole les maisons de la ville. Nous avons pris le temps de déguster un bon repas pour pèlerins. Hein, Claire? Oui, le fameux repas de pèlerin. J'ai choisi le menu avec les saucisses pour réaliser que ce sont des saucisses à hot dog passées dans la poêle. C'est pas exactement ce que j'avais en tête. Et ensuite, on arrête dans une pharmacie avec nos sacs sur le dos. Les allées sont pas très larges. On a bien ri. Jacinthe n'arrêtait pas d'accrocher des articles sur les étagères. Tout tombe. On nous a dit que le chemin pour se rendre à Redondela était boisé, avec de beaux chemins de terre, et donc nous ont dit qu'on n'a rien manqué. Il n'y avait pas beaucoup de chemins en bordure de route. Comme nous ne l'avons pas marché, nous ne pourrons pas vous dire de quoi il avait l'air. Avons-nous manqué quelques beaux paysages, des belles histoires? Vous savez, c'est pas facile de décider de prendre un transport pour s'avancer. Mais le chemin n'est pas là pour nous faire souffrir, mais pour nous accompagner. Voici un beau parc accueillant pour une dernière pause dans la ville de Redondela. Nous voilà repartis pour 2 kilomètres, notre hébergement, et un peu plus loin, à Cessante. Cessante, on nous indique 2 kilomètres. On ne va pas argumenter. Je dirais que les indications des distances en sortant des grandes villes ne sont jamais très justes. Ça doit dépendre à partir d'où le calcul est fait. Direction Pontevedra. Bon matin! Après quelques chemins en bordure de route, on retrouve des chemins forestiers en direction de Pontevedra. Une petite montée, la colline à Arcade, le long de la forêt. Un mur de coquilles. Question. Est-ce qu'on installe notre coquille sur notre sac lorsqu'on fait le chemin ou quand on la reçoit à Santiago? Pour moi, c'est quand j'arrive, mais chacun fait comme il veut. On peut la mettre à notre départ. Comme ça, on se reconnaît entre pèlerins. Bon, on ne nous la donne pas à Santiago, mais pour 2 €, c'est pas si pire. C'est pas si pire. Nous traversons le pont médiéval de Pont Sampaio pour par la suite marcher dans la petite ville. Faites attention car le pont est très étroit et les autos sont présentes. Des ponts, on en aura vu de toutes les sortes. Celui-là, c'est celui que je préfère. Pas trop haut, comme ça, j'ai pas trop le vertige. On arrive bientôt à Pontevedra, juste après ce viaduc. On doit longer la grande route pour se rendre dans la vieille ville. Pontevedra, qui veut dire en latin vieux pont. Le vieux centre-ville est étonnant avec beaucoup d'histoires, d'églises, de monastères et musées. Si vos pieds ne chauffent pas trop, prenez le temps de le découvrir en errant tranquillement. Le lendemain, si vous restez sur le chemin central, vous allez traverser sur le pont romain d'Oborgo, qui existe depuis au moins 1165 ans.
Notre prochaine étape sera, votre prochaine étape sera Calda de Reyes. Vous pourrez observer une cascade et le système de moulins à eau de la rivière Barossa. La ville de Pontevedra a eu d'importantes transformations urbaines pour augmenter l'accessibilité aux piétons. On l'appelle la ville où le piéton est roi. Il n'y a presque pas d'autos qui circulent dans le centre de la ville et aucune dans la vieille ville. Vous pouvez voir à gauche l'église néoclassique de la Peregrina, est bâtie en semi-circulaire en forme de coquille Saint-Jacques et abrite une statue de la Vierge pèlerine. Cet endroit attire plusieurs touristes et pèlerins. Quoi de mieux pour finir la journée? Une bière pour relaxer avant de chercher son hébergement. Assurez-vous d'avoir réservé car beaucoup de monde font cette étape. Le gîte pèlerin est bien avant la vieille ville, donc si vous voulez être central, vous allez devoir payer un montant plus élevé ou faire des kilomètres de plus. On vous montre les étapes Pontevedra, Caldas de Reyes, Padrón, que nous n'avons pas fait car nous avons décidé de prendre la variante spirituelle. Comme vous voyez sur la carte, on peut prendre cette variante à 4 km de Pontevedra. Mais comme j'aime pas faire comme tout le monde, j'ai proposé à Pierre de longer le bord de l'eau et de se rendre le lendemain à Cambaro, magnifique ville côtière qui nous rappelle le Portugal. Cette variante spirituelle est le chemin pour se rendre à Villanova de Rouza. Pour effectuer un trajet en bateau qui est appelé la translation maritime, qui rappelle le voyage effectué par le corps de Saint-Jacques jusqu'à Padrón sur une barque de pierre. On doit traverser ce pont pour aller du côté de Poyo, pour rejoindre le chemin de la variante spirituelle par le bord de l'eau. On couche dans une petite chambre d'hôtel à Poyo qui est juste en face de Pontevedra, de l'autre côté de la rivière Lérez. De toute façon, on n'avait pas réussi à trouver d'hébergement dans Pontevedra. Vous pouvez coucher ici même si vous continuez le chemin central, car l'hôtel est proche et facile d'accès. Il y a aussi la possibilité de continuer et de coucher au monastère de Poyo, plus loin sur le chemin en vert que vous allez voir sur la carte suivante. Direction. On a pris le chemin orange, j'aime ça faire différent, qui longe le bord de l'eau. Nous n'avons pas monté pour visiter le monastère de Poyo, plus au nord, mais nous avons visité Cambaro et couché dans cette belle petite ville touristique. Nous voici débutant la variante de Bon Matin. C'est un magnifique chemin aménagé tout le long du bord de l'eau. Ce chemin se nomme aussi la route des huîtres. Un beau parc qui attire les gens pour faire du yoga, des exercices tranquilles comme une petite marche pèlerine. Ça tombe bien, le chemin passe à travers. Vue des maisons en bordure de la baie. Nous arrivons par la plage et puisque c'est l'heure du dîner, Jacinthe propose de s'arrêter pour un bon repas. À droite, vous pouvez voir tout le long de la plage des horeos galiciens, c'est-à-dire des séchoirs à grains, surtout pour le maïs. On relaxe et on attend notre repas. C'est aussi ça, le chemin. La meilleure paella au monde. Et pour dessert, une petite bouteille de Porto. Pourquoi pas? On peut voir de magnifiques Oreos dans un environnement entouré de fleurs. Je crois qu'on en a vu une cinquantaine juste dans cette petite ville. Il y en avait beaucoup. Surprise, une indication du chemin spirituel. La photo de gauche montre des allées très, très étroites de la petite ville de Cambaro. Si on passe avec nos sacs, je peux vous confirmer que c'est impossible de se retourner. Trop étroit. On a observé en fin d'après-midi des jeunes qui jouaient à un genre de water polo en kayak. Je pense que c'est le matin qu'on est parti le plus tôt.
même un peu avant le lever du soleil. On était un peu inquiets de faire cette montée car la dernière que nous avions faite au Portugal en plein bois avait été plutôt ardue. Mais belle surprise, c'est un chemin bien aménagé sans trop de difficultés. Pas du genre chemin, plus du genre chemin forestier plutôt large avec une montée graduelle. J'adore ces vieilles portes en bois. Wow! Un point de vue différent de Combaro dans la montée vers Armentera. Comment fait-on? Ouais. Un aperçu du chemin forestier et Jacinthe qui se confond dans les fleurs en arrivant à Armentera. Nous sommes arrivés à Armentera malgré la parade bruyante d'une bonne centaine de jeunes fervents pèlerins récitant et chantant guitare à la main quelques Je vous salue Marie. Une halte pour dîner était plus que bienvenue. Oui. Bien reposés, nous avons visité le Mostero de Armentera. Les moines ont une boutique de souvenirs, donc je les encourage en m'achetant un petit savon parfumé à la rose pour changer l'odeur du jambon qui est resté bien imprégné depuis notre départ. Le chemin se poursuit sur une magnifique promenade en forêt longeant un ruisseau. Nous quittons le parcours en forêt pour traverser quelques grandes routes. Ensuite, le chemin se poursuit heureusement sur un petit sentier longeant la route au loin. Nous avons couché dans un hôtel à Os Castaños, un peu avant la ville de Barranc. Il offre un souper, mais beaucoup trop tard pour les pèlerins fatigués. Par contre, un déjeuner complet nous a été offert pour partir du bon pied. Encore de beaux chemins qui longent les bords de l'eau, et souvent des vignobles. Et un autre selfie matinal avec des petits yeux. Connu. Entendez-vous le chant du ruisseau? J'adore ça. J'adore ce décor reposant. Les Espagnols savent construire des ponts qui peuvent défier le temps, eux autres. Le look des maisons espagnoles, de la pierre et encore de la pierre. De beaux kiwis, mais malheureusement pas encore prêts pour la consommation. On les a testés. Je voudrais voir la mer. Je suis pas bien bonne, hein? Pierre, il n'y a pas une chanson avec ces paroles. Si on revient ici un jour, je passe une journée de plus pour relaxer plus longtemps. Comme c'est reposant et ressourçant. Cette belle vue, les vagues. Bon, on arrive, oui, mais je crois, si je me trompe pas, c'est le pont qu'on doit traverser pour se rendre à notre point d'arrivée. Non, il me dit Pierre, il me dit que non. Bon, c'est encore un peu plus loin. Ouf. Je commençais un peu à être un peu fatiguée. Une carte pour vous guider dans cette petite ville de Villanova de Arousa. Si vous cherchez l'hébergement de pèlerins, bien, c'est tout au bout de la ville, sous la flèche verte. Il y a aussi plus loin pour le bateau. Super accueil. On nous organise la traversée en bateau jusqu'à Ponte de Cesures. Mais le dortoir, eh bien, Pierre vous parle des toilettes. Oui, les toilettes. Dans les 2 toilettes pour hommes, il n'y avait même pas de siège. Bon, on va pratiquer nos squats. Nos billets en poche pour demain matin. À noter que le départ du bateau est en fonction de la marée haute. Donc, les heures peuvent varier. Donc, on est parti très tôt.
Ici, c'est le chemin que la majorité des pèlerins prennent pour se rendre à Saint-Jacques. Mais nous, demain, nous arriverons en bateau à Pontecessure. Il est 7 heures, un beau matin sans brume, un peu frais, contente d'avoir un foulard et mon imperméable, les yeux collés de sommeil, encore. On se dirige vers le port pour la traverser en bateau. Si vous n'avez pas le pied marin ou que les conditions maritimes ne sont pas favorables, il y a un chemin aménagé pour marcher jusqu'à Pontecessure. On jase avec d'autres pèlerins et quelques touristes qui nous accompagnent dans cette traversée. Nous sommes environ 10 personnes sur un petit bateau à moteur. On attend l'embarquement. Il n'y a pas de mots pour décrire ce lever du soleil. C'est très beau. Il y a des croix tout le long du circuit et nous avons droit aux explications du capitaine en espanglais. Je vous explique. Le guide parle anglais, mais il est à l'avant du bateau avec le plus gros du groupe. Mais nous sommes les deux assis à l'arrière avec le capitaine, très sympathique, mais qui parle anglais aussi bien que nous parlons espagnol. Avec quelques signes, on finit par comprendre un peu. On aurait bien aimé visiter et faire un tour sur ce bateau, qui est une reproduction d'un bateau viking. Nous avons eu droit à un cours de pêche aux moules en accéléré. C'est ici que nous débarquons du bateau à Pontecessure. Il est 9 heures, l'heure pour prendre le déjeuner. Un bar ouvre ses portes, un café et un croissant pour poursuivre aujourd'hui jusqu'à Picarana. On arrive à Padron par ce magnifique parc. Son histoire est reliée à Compostelle, car selon la légende, c'est ici qu'accosta la barque qui transportait les restes de Saint-Jacques. La barque aurait été arrimée au Pedron, cette pierre que l'on peut voir dans l'église Santiago à Padron. Nous croisons plusieurs cafés, restaurants, bars, épiceries et même des marchés. Rassurez-vous, on a eu l'embarras du choix, pas de danger de mourir de faim. Un petit aperçu de nos repas. Juste pour vous donner une idée, pendant notre marche de 15 jours, ça nous a coûté entre 40 à 60 € par jour, pour les deux par jour, selon l'hébergement, évidemment, le prix peut varier. J'en revenais juste pas. Tous les moyens sont bons pour tirer sa charrette. Les lavoirs, eh oui, encore utilisés aujourd'hui. Un autre Oreo, séchoir à grains, avec une légère couche verdâtre. Un petit peu humide. Ouais. Aujourd'hui est notre dernière journée sur le chemin portugais. On quitte Picarana de bon matin pour terminer cette belle aventure jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chemin monte et monte, tranquillement mais sûrement, vers le nord jusqu'à Santiago. Moins de 5 kilomètres. Les derniers kilomètres longent des grandes routes sans trop de signalisation. Mais peu de chances de se perdre. On suit les piétons, les touristes, les marcheurs ou les pèlerins. Bien arrivé, un début d'après-midi sous un chaud soleil d'été. Nous prenons la pause pour la photo officielle devant la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Notre fin de chemin est marquante. Nous sommes émus et heureux d'avoir partagé ce moment. On est resté sans mots durant un bon moment. Je crois que ça a dû durer une bonne heure avant qu'on se dise « C'est fini, on a réussi ». Un petit peu les yeux dans l'eau. Bon, après les émotions, l'estomac nous avise que c'est l'heure de trouver un resto.
L'estomac plein et bien rempli de nos émotions, nous avons dirigé nos pas vers le bureau d'accueil des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle pour recevoir notre Compostela. Ce que j'ai le plus apprécié de ce voyage, c'est que la marche nous permet de voir les régions d'une façon tellement plus intime et authentique, contrairement à quand on voyage en véhicule, qui, eux, ne nous permettent pas d'apprécier autant les environs. Et ça nous permet aussi de rencontrer des personnes vraiment sympathiques et accueillantes, et en plus de partout dans le monde, avec qui on a des bons échanges. C'est le cas de le dire, le chemin, c'est le pied. Nous avons pris 2 jours pour visiter la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Nous aurions aimé marcher ou prendre le bus pour Finistère à environ 100 km de Santiago, mais il ne nous restait pas suffisamment de temps. Ce sera pour notre prochain chemin. Nous conseillons ce chemin pour ceux qui ont peu de temps et qui sont moins habitués aux marches de longue durée. Sur ce chemin, on peut varier nos pas en prenant différentes variantes, un peu d'océan, un peu d'histoire. Vous allez faire de belles rencontres. Par contre, un peu moins de pèlerins que sur les chemins plus populaires comme le Puy-en-Velay ou le Camino Frances. Vous trouverez un peu moins d'hospitaliers pour vous guider et prendre soin de vos petits bobos. Je vous invite à apprendre quelques mots de portugais pour aborder les habitants de ce pays tellement accueillant et serviable. Un peu plus de portugais que moi. Comme on dit par chez nous, c'est du bien bon monde. On quitte Santiago en matinée par autobus vers le centre-ville de Porto. Nous finissons notre périple, notre pèlerinage ou notre longue randonnée. Ça dépend comment vous filez. Par une marche sur le bord de la mer près de Matosinhos. Nous avons fêté ça avec un bon repas de caldo verdes, une soupe à base de choux verts et du bacalao, la morue, accompagné d'un bon vin du Douro. Le lendemain matin, nous avons pris le métro pour se rendre à l'aéroport. On vous propose un livre des éditions Le Père en papier qui n'a pas fait le chemin avec nous et celui électronique de John Gridley qu'on a énormément utilisé. On vous conseille 2 outils informatiques qui nous ont bien aidés, grounds.com, un site Internet, et l'application Buen Camino. Pour plus d'informations, vous pouvez nous rejoindre à ll.info à commercial du Québec à Compostelle.org. Voilà qui termine notre présentation. En espérant que vous avez apprécié, on vous souhaite Bon Camino.